Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du Club Éco d'Objectif Aquitaine. Aujourd'hui, nous recevons Yves Rattel. Yves Rattel est le président du bailleur social Clercienne. Yves Rattel, bonjour. Bonjour, monsieur Ravier. Alors, une petite photographie de ce qu'est Clercienne. Oui. C'est combien de divisions, pour paraphraser un chef d'État qui n'était pas très sympathique? Je parlais du Vatican. Je n'oserais pas me comparer à cet individu. C'est d'abord c'est une ESH, c'est une société HLM, il ne faut pas l'oublier, donc un bailleur social. Ce qui signifie, avant de parler de chiffres, que nous avons une vocation de service public. C'est bien nous sommes de chef d'entreprise, nous sommes une entreprise privée, mais nous sommes au service du public, au service des locataires et de ceux qui éventuellement veulent accéder à la propriété à des conditions socialement supportables. D'accord. C'est un critère. Alors pour le reste, Clercienne, c'est 135 salariés, 62 millions de chiffre d'affaires pour l'exercice précédent et 7 millions quand même de bénéfices. Donc de résultats, c'est quand même intéressant. C'est une entreprise qui se porte bien par les temps qui courent, mais parce qu'elle est dynamique, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Ouais. Justement, la gouvernance de Clercienne, qui est-ce qui l'assure? Comment ça se passe? Alors vous avez dû l'évoquer avec notre président de groupe. Nous avons reçu hier en main, c'est ça que vous avez reçu précédemment. Nous sommes un des éléments d'un groupe important, qui était l'ancien CILG devenu CILSO, Comité interprofessionnel logement du Sud-Ouest. Le vaisseau amiral du CILSO, c'est Domo France, et nous sommes le deuxième bâtiment de cette flotte qui comprend aussi l'OGV, le foyer de la Gironde, j'en oublie peut-être. Et c'est évident que cet ensemble a une vocation à travailler de façon très très organisée et très partagée. Ce n'est pas chacun pour soi, nous avons des objectifs chacun, mais ils doivent s'insérer dans une vision globale qui est celle du groupe. Et ça, c'est extrêmement important, d'autant que nous mettons en place aussi bien, et j'y travaillais encore la semaine dernière, une RSE, donc responsabilité sociétale, qui va certainement être instituée dans les faits dès la fin de l'année, ou en tout cas certainement pour la cérémonie des vœux 2014, et qui se met là aussi dans un partenariat global avec nos autres entreprises. D'accord. Alors, dites-moi, le Clercienne produit combien de logements en moyenne chaque année? 600 en moyenne. 600 en moyenne. Avec, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, une période d'accélération forte. Entre 2007 et 2012, vous n'y voyez aucun lien avec la politique. Non. Mais il se trouve que c'est un constat factuel. Là, nous avons quasiment, enfin pas tout à fait, mais on a augmenté la production de logements de plus de 63% sur ces 5 dernières années. Vous m'expliquez, en 2007, vous produisez à peu près 400 logements voilà, et tout d'un coup, non, pas tout d'un coup, non, parce qu'en fait, il y a des années, on en produisait 150, des années, on produisait 400, etc. Mais sur une moyenne, puisqu'on est quand même bien obligé de prendre une moyenne, il y a une accélération extrêmement importante. Or, qui est liée il y a une forte demande, il y avait quand même une forte demande, une forte tension. D'abord, une forte demande. Deuxièmement, une volonté, parce qu'avant Mme Duflot, il y a eu aussi le ministre du Logement, donc M. Apparu, qui souhaitait justement faire accélérer, tellement il y a de gens qui... Le gros problème en France, c'est qu'il y a beaucoup de demandes insatisfaites. Ouais. Nous avons quelques 20 000 demandes, et on a satisfait quelques milliers. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays, certain qu'il faudrait mettre à fond l'action sur ce problème. Nous l'avons fait, à l'incitation du groupe, comme les autres entreprises du groupe, et c'est vrai que ça a répondu. Pourquoi? Parce que nous avons des équipes jeunes, compétentes, extrêmement dynamiques. Et si je parlais de RSE tout à l'heure, c'est parce que justement, ils sont, je crois, très conscients que nous sommes dans un 8 barré. Il faut que tout le monde mette la pelle en même temps dans l'eau et on avance. Et c'est ce qui s'est produit avec une accélération forte qui a commencé avant mon arrivée et qui se poursuit depuis que je suis président. Mais avec des équipes comme celle-là, si tous les bailleurs sont comme vous, on va atteindre l'objectif de Mme Duflot? C'est possible? Excusez-moi de faire une correction syntaxique. Si tous les bailleurs sociaux étaient comme Domo France et comme Clercienne, je pense que nous atteindrions les objectifs de Mme Duflot, alors que ça n'est pas très très bien parti en ce sens. Vous pensez qu'on ne les atteindra pas? Sur le logement social. Elle a demandé 500 000 logements produits par an. Ça comprend tout là. Ça comprend le social et le public, le privé. Alors, les dernières estimations faites par l'ensemble des professionnels tournent entre 260 et 280 000 pour la totalité, dont devraient figurer les 150 000 logements sociaux que demande Mme Duflot. Mais qu'on n'atteindra pas, ça n'est pas possible dans les conditions actuelles. D'autant qu'il y a, et je vous le dirai si vous le souhaitez, quelques éléments qui montrent que tout ne va pas si bien, que nous allons, nous, très bien, le groupe CILSO, Domo, France et Clercienne, mais ça n'est pas le cas de beaucoup. Je peux vous donner des exemples très concrets. Allez-y. Où est-ce que le bas blesse? Depuis 3 ans, moi je suis président depuis 3 ans, donc je ne l'ai pas constaté auparavant, mais je constate avec inquiétude en participant à toutes les commissions d'appel d'offres et toutes les commissions d'attribution qu'il y a 2 phénomènes qui ne sont pas forcément très réjouissants.
Le premier, c'est que de grands opérateurs, je ne donnerai pas les noms, mais ils sont tous connus. Ils se reconnaîtront. Ils ont le haut du balcon. Ils ne nous snobaient pas, mais on ne les intéressait que sur des très gros chantiers. Oui. Eh bien maintenant, ils candidatent pour des chantiers beaucoup moins importants. C'est quand même, ça a de quoi nous poser une question. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour, j'en suis pas certain, pour un opérateur comme Clercienne, non? Ça prouve que s'ils viennent vers nous, c'est qu'ils ne sont pas en mesure d'avoir des chantiers parfois beaucoup plus importants. C'est-à-dire sur les appels d'offres, la concurrence est terrible aussi. Oui, alors justement, d'autant plus que la deuxième constatation qui est assez négative, c'est que nous avons infiniment de gens, infiniment j'exagère, nous avons beaucoup d'opérateurs qui ne sont plus ni bordelais, ni girondins, ni aquitains, et qui viennent candidater dans nos appels d'offres en venant de Charente-Poitou, de Languedoc-Roussillon, de Midi-Pyrénées et même de l'Île-de-France. Alors ça m'a interpellé quelque part, selon l'expression classique, en disant mais pourquoi? J'imagine, et j'ai posé la question autour de moi à différents opérateurs, c'est qu'ils ne trouvent pas tout ce qu'il faut chez eux. Et comme ils savent, pardonnez-moi cette autosatisfaction, mais que je partage avec mes extrêmement dynamique, vous voulez dire ici? Comme nous sommes particulièrement dynamiques, comme le Silso est vraiment une flotte de combat assez extraordinaire, ils ont peut-être tendance à venir trouver les gens là où ça marche. J'aimerais qu'on parle comment dirais-je, de ce qui fait l'environnement aussi, des opérateurs comme Clercienne. On parle beaucoup de BBC. Est-ce que c'est une chance ou est-ce que c'est un handicap pour un opérateur comme Clercienne? Alors, je ne vais pas vous faire une réponse, peut-être d'un oui, peut-être d'un non. Ce que je crois qui est important, c'est que dans ce pays, trop souvent, on prend une décision au niveau national et elle n'a pas été prise sous le régime actuel. On prend une décision au niveau national pour l'appliquer à tout le monde, partout. Tout le monde, partout. Ouais. Or, ce n'est pas vrai. La France du Nord n'est pas la France du Sud. Tout à fait, le climat des Ardennes ou de Dunkerque n'est pas celui de la Provence ou du Pays Basque. Et donc, imposer du BBC, là où les variations climatiques ne sont pas brutales, enfin, on nous montre tous les ans des gens qui se baignent en février ou en mars au Pays Basque. Bon. Donc, ça n'est pas raisonnable de nous imposer, on n'est plus en février, ça n'est pas raisonnable d'imposer à tout le monde ce que seuls certains peuvent faire, car ça coûte au bas mot 10% de plus, et selon certains experts, parce que chacun a son chiffre, ça peut aller jusqu'à 12 ou 15% de plus. Or, nous sommes dans le logement social. Si nous devions supporter d'augmenter et de faire supporter à leur tour à nos futurs locataires des hausses aussi importantes, 10% aujourd'hui avec les taux d'intérêt, vous connaissez, c'est énorme, et 15%, n'en parlons plus. C'est 4 fois les taux d'emprunt actuels. C'est un signal d'alarme que vous tirez là. Il faut raison garder et le BBC, oui, mais il ne faut peut-être pas. Non, il faudrait toujours raison garder. Partout, pareil. Il faudrait nuancer. Un cul de jatte ne sortira jamais à 1,50 m. Bon, donc il y a des territoires où on a besoin d'avoir une régulation thermique extrêmement forte. Moi, je ne suis pas un technicien, mais j'ai de très bons techniciens autour de moi. Il y a d'autres endroits, je peux vous dire que certains de nos collaborateurs, quand je leur pose la question, ils ont un grand sourire en disant non, c'est pas sérieux. Donc, adaptons. On nous parle d'innovation. On nous parle d'adaptation au territoire, aux circonstances. Mais bon Dieu, voilà un exemple très, très concret, très simple. Alors, est-ce que nos parlementaires le comprendront? Je ne sais pas. Bon, on a bien compris la problématique qui se pose là à l'ensemble de la filière, je veux dire. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir sur Clercienne, oui. Son actualité? Clercienne, c'est des nouveaux. Est-ce que j'ai cru comprendre que vous sortiez de nouveaux produits entre guillemets et notamment des maisons évolutives? Alors, la maison évolutive, ce n'est pas un dossier que nous avons inventé. Moi, je me souviens, il y a quelques 25 ans, ça existait déjà. Mais nous le pratiquons, ça avait un peu disparu. Et nous avons par exemple la Villa de Nornon. À quoi ça ressemble en fait une maison évolutive? Ça ressemble à une maison comme les autres, sauf qu'on ne voit pas tout de l'extérieur. Et en particulier, je pense à la Villa de Nornon qu'on a inaugurée l'an dernier, lorsqu'on entre dans sa maison, on s'aperçoit qu'il y a une partie en rez-de-chaussée, une partie en étage, qui n'est pas aménagée. Il y a les murs, il y a le sol, il y a toutes les conduites, tous les éléments d'accès et de fonctionnement, mais ça n'est pas fini. Pourquoi? Rez-de-chaussée, pour permettre à la grand-mère, qui est peut-être moins habile dans ses déplacements, d'avoir une chambre au rez-de-chaussée quand elle vient visiter les enfants, ou si on a besoin de l'héberger de façon définitive. Ça, c'est un aspect sociétal aussi très important. Et à l'étage, par exemple, je cite un cas très concret, une pièce qui pourrait être divisée en deux éventuellement pour faire 2 chambres, si le ménage qui démarre sans enfant ou avec un seul enfant passe à 2 ou 3 enfants, ou peut-être une pièce de mieux vivre ou autre chose, etc. Ce qui fait que l'investissement de départ est bien plus accessible et permet, au fur et à mesure des temps d'augmentation de salaire, que c'est de variation promotionnelle, d'avoir une maison qui passe d'un type 4 à un type 5, voire un plus.
Ça va limiter les mouvements aussi dans le parc. Ça pourrait éviter les gens d'être obligés de partir dès qu'il y a un deuxième enfant ou un troisième enfant. Oui, absolument. Alors, il n'y a pas que les maisons évolutives qui sont pourtant un point fort et très appréciées par nos clients, entre guillemets. C'est aussi que nous intéressons à l'environnement. Nous sommes aménageurs. Et en particulier, nous avons à Lormont, par exemple, un espace qui s'appelle Les Akens. Bon, c'est un joli nom. Au lieu dit La Ramade. Un bel écoquartier. C'est un écoquartier. Et cet écoquartier va se situer, allez-y faire un tour, le chantier est lancé, avec un maintien ou une replantation de secteurs arboricoles, décoration, et en même temps l'agrément de se retrouver quasiment à la campagne, alors qu'on est dans Lormont, on est une ville qui est en croissance extraordinaire. Et je dois dire, si je prends ces deux exemples de Villeneuve-d'Ornon comme de Lormont, c'est que nous avons un partenariat extrêmement étroit avec les communautés de communes, avec les communes. Nous avons quelques 120 communes dans notre territoire. Enfin, nous sommes implantés sur 120 communes. C'est quand même très important. Et nous travaillons intensément, très étroitement, hors de toute considération idéologique ou partisane avec les élus locaux. Et ça, c'est extrêmement important. De la même manière que nous mettons en place, je l'évoquais il y a un instant, la RSE dans l'entreprise, mais qu'aussi au niveau de nos locataires, nous avons vraiment un grand contact sur le terrain. Tous nos gardiens sont formés à cette relation avec le locataire qui le fait vivre et dont nous sommes bien contents de leur apporter satisfaction. Avec un point très fort, visitez un jour nos appartements, vous verrez la place que nous créons en gardant les mêmes budgets. Nous nous sommes fait réprimander il y a quelque temps, je crois que sur Florac, il me semble bien, nous avons un magnifique immeuble, parce qu'on trouvait que nos vivoirs, nos salles à manger salons étaient trop grandes. Alors que ça ne coûtait pas plus cher pour 2 ou 3 mètres carrés de plus que ce que faisaient certains de nos concurrents. Mais ça prouve que dans l'esprit des gens, logement social veut dire pauvre. Non. Les gens qui n'ont pas de gros moyens ont le droit d'avoir de l'espace, ont le droit d'avoir des grandes fenêtres sur la nature, ont le droit d'avoir un réel confort, ce que nous faisons. Alors le logement social, c'est aussi, je veux comprendre, pour vous, en tout cas pour Claircène, le logement étudiant. Oui. Vous avez été étudiant, M. Rivière. Je l'ai été aussi. Et trouver une chambre d'étudiant, trouver une piole d'étudiant, ça coûte cher, surtout si c'est à proximité des universités ou des facs. Et ce n'est pas toujours très comme il faut. Et en plus, un étudiant, ça bouge. Il ne fait pas forcément ses 4 ans d'université, s'il y en a 4, ou 5 ou 6, il fait un master, etc., au même endroit. Il change d'école, etc. Donc, on a créé une formule qui s'appelle Move Access. Bon, ben Move, c'est un jeu de mots, bien sûr, angliciste, pour leur permettre de se déplacer. Et aller donc sur Bruges, par exemple, nous avons un équipement juste à quelques mètres de la Place Ravzi. Vous verrez dans quelles conditions nous les accueillons à des niveaux de loyer tout à fait supportables. Donc, les jeunes, oui, parce que les jeunes, c'est demain. Et s'ils font comme moi, qui a été locataire de la cité Vaucite sous le Carlogis quand j'avais 20 ans et que j'étais journaliste à Montaut, ben, ils se retrouveront peut-être tout au long de leur vie à partir de Move Access dans telle ou telle cité que nous aurons construit ailleurs, aux Akens par exemple, en restant clients du groupe, mais en évoluant eux-mêmes comme la maison évolutive citée il y a un instant. À titre personnel, j'ai aussi grandi dans une maison Clair-Logis. Bon, je vois à peu près de quoi vous voulez parler. Juste avant qu'on se quitte, j'aimerais que vous me parliez un petit peu de la situation, je veux dire, économique. Vous l'avez un peu évoqué, mais Claircène se porte plutôt pas mal. Alors, Claircène se porte plutôt pas mal, mais il faut quand même être honnête jusqu'au bout, et nous nous y efforçons. Vraisemblablement, 2013 ne sera pas tout à fait aussi bon que 2012. Nous comptons sur un chiffre d'affaires qui n'atteindra pas tout à fait 59 millions d'euros pour 2013, alors qu'on était, je vous l'ai dit il y a un instant, à plus de 62 il y a un an. D'accord. Et c'est dû à quoi ça? Que ça ne va pas très bien, monsieur Ravier, que ça ne va pas très bien. Les frémissements actuels dont se réjouit, et nous nous réjouissons avec lui, monsieur le Président de la République. Vous ne l'avez pas encore senti sur le terrain? Pas vraiment. Pas vraiment. Donc il faut être optimiste, mais lucide. Et vous savez que je suis par ailleurs président d'une CCI à Libourne, et j'estime ne pas avoir le droit, en tant que président de CCI, en tant que président d'une société HLM, à vocation sociale, de mentir ou de tronquer la vérité à nos différents partenaires. Donc, ce n'est pas par hasard, nos collaborateurs n'ont pas moins bien travaillé, au contraire, en qualité et en quantité que l'an dernier. Mais c'est vrai que nous nous heurtons à certaines difficultés. Et par exemple, dans les appels d'offres, nous avons beaucoup de propositions dont certaines sont tellement basses que ça montre bien que ça ne va pas. Voilà encore un autre exemple. Il y a des artisans actuellement, pas forcément le type qui travaille avec 2 salariés, mais des entreprises qui nous font des offres de budget, mais qui nous surprennent. L'autre jour, j'étais avec un de mes collaborateurs, M. Didier Morin.
Il me dit, mais oui, ça fait quelque temps que c'est assez effarant, quoi. Et comme entre-temps le reste augmente, hein, on change des chaudières parce qu'on fait de la réa aussi, on ne fait pas seulement de la construction, pardon, de la réhabilitation. Et la réhabilitation, ça coûte extrêmement cher. On a une opération sur Libourne. Tenez un exemple, pour montrer que notre vie n'est pas facile. On a une opération sur le terrain de camp de manœuvre à Libourne, un immeuble qui remonte aux années 50. Bien. Le style, l'architectural des années 50 était ce qu'il était. Nous faisons un projet très intéressant, puisque nous avons racheté le terrain, nous faisons un projet extrêmement intéressant, où pour agrémenter le cadre, quand on rentre chez soi après une journée de boulot, si la façade est moche, ça n'aide pas, et si dedans on n'a pas ce qu'il faut, bon. Donc, l'intérieur c'est OK, mais l'extérieur, on avait un projet avec nos architectes très chouette et qui ne coûtait pas cher. Il se trouve qu'on se parle franc, hein, on se dit tout. L'architecte chargé des problèmes de contrôle au niveau, je ne sais pas si c'est les beaux-arts, enfin, bon, trouve que non, qu'il fallait garder le style des années 50. Mais au nom de quoi? Garder ce qui maintenant est périmé, totalement dépassé. Si bien qu'on a dû refaire tout notre chantier, retard de 6 mois, et avec quelque chose qui va coûter plus cher. Parce que pour le remettre en état à l'époque, on utilise des matériaux. Voilà, donc le genre de choses qui font que c'est vrai, nous nous heurtons, comme toute entreprise dans ce pays, soit à des gens qui ne comprennent pas les problèmes, soit à des réglementations qui méritent d'être dépassées, puisque nous ne sommes plus il y a 10 ans, ni en 50. Nous sommes en 2014, dans quelques mois. Yves Rattel, on comprend que la vie d'un bailleur social n'est pas un long fleuve tranquille. Merci de nous attendez, j'ajouterai une chose, non, d'autant plus que c'est une fonction bénévole. Certains croient qu'on se met de l'argent dans les poches avec les locations d'appartements sociaux. Ce n'est pas le cas. C'est bénévole, mais c'est passionnant. C'est passionnant. On a bien compris. Merci de l'avoir rappelé. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous au prochain Club Éco d'Objectif Aquitaine. À bientôt. Au revoir, Yves Rattel. Au revoir, M. Ravier.